On va donner la parole à Marianne Devroy, puisque tu nous as dit un petit peu ce qu'il fallait dire ou pas dire. Et Marianne va nous expliquer comment le dire. Bonjour à tous. Moi, je vais centrer ma présentation essentiellement sur l'approche bienveillante du soignant et sur les principes de base de la communication. Les études ont montré que l'intérêt et le bénéfice d'un traitement dépendaient des éléments extérieurs pour 40%. Sur cette partie-là, on n'a aucune prise. Par contre, il reste encore 60%, dont la moitié dépend de la relation avec le soignant. Ce qui veut dire que dès le premier contact, il va falloir établir un lien de confiance, un lien thérapeutique fort entre le soignant et le soigné. Alors depuis les travaux de Gregory Bateson et aussi de l'école de Palo Alto, nous avons vu que la communication verbale, donc ce qu'on dit, entre pour 7% seulement dans le message qui est communiqué. La communication paraverbale, elle représente 38%, c'est la tonalité, l'intensité, le débit de la voix, mais aussi les pauses, les silences. La communication non verbale, donc c'est ce que je ne dis pas, et elle comprend différents éléments, comme les expressions faciales, le contact oculaire, la proxémie, les gestes, la posture, et donc c'est un élément très très important. Lorsqu'on va établir une communication avec un patient, il faudra qu'on soit en congruence, d'une part avec ce qu'on dit et également avec nos gestes. Alors Bloin et Bergeron ont défini l'empathie comme la capacité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ses sentiments, ses émotions, et aussi le fait de montrer cette compréhension. L'empathie diffère de la sympathie, de souffrir avec, elle est aussi différente de la compassion. L'empathie est une notion riche et complexe qui va s'exprimer par le verbal et le non-verbal, et donc ça exige une certaine congruence entre ces deux modes de communication. Et elle va aussi se manifester par l'écoute active. L'écoute, c'est montrer à l'autre que nous l'acceptons tel qu'il est. Alors, lorsque un patient est admis en réanimation, on sait qu'il a un état de conscience critique qui est amoindri, voire absent. Et que tout ce qu'il va percevoir, il va le sentir avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de sensibilité, et qu'il va être très suggestible. Donc ça va modifier notre manière de communiquer avec le patient et essayer de le rejoindre là où il se trouve pour établir cette relation de confiance. Il y a problème avec la télécommande. Donc il faut abolir les mots négatifs, les négations, le jargon professionnel. Il faut savoir que le patient, lorsqu'on va lui parler, il va tout prendre au premier degré. Donc avant, quand j'aspirais un patient, je lui disais « je vais vous aspirer ». Et en fait, le patient a vraiment l'impression qu'il y a un gros aspirateur qui va l'aspirer entièrement. Il ne faut pas non plus minimiser les actes qu'on va administrer au patient, parce que pour le patient, il n'y a rien de banal. Un prélèvement sanguin, une ventilation non invasive, ce sont des actes qui, pour nous soignants, sont habituels, sont des choses qu'on fait tous les jours, mais pour le patient, c'est quelque chose d'unique qu'il ne connaît pas et dont il n'a pas l'habitude. Il faut aussi utiliser un vocabulaire adapté. Et le vocabulaire adapté, c'est le vocabulaire que le patient utilise. Il faut aussi parler au présent, éviter d'utiliser certains mots comme le mot « essayer ». Quand on dit à un patient, par exemple, je voudrais que vous essayiez de tousser, eh bien le patient, inconsciemment, dans ce qu'on lui dit, dans l'injonction qu'on lui dit, on lui fait croire qu'il n'est pas capable de le faire. Donc c'est vraiment important d'attacher de l'importance aux mots. Il faut aussi éviter les monocébaux et plutôt utiliser des mots qui suggèrent le confort, la sécurité. Alors, Raphaël parlait de dire des mots qui n'étaient pas négatifs, ne pas vous inquiéter par exemple. Et quand on veut rassurer un patient, il faut effectivement le retrouver là où il est et lui dire voilà, soyez rassurés, nous sommes là autour de vous et nous faisons tout pour que vous soyez le plus confortable. Un patient qui est très agité, qui est incontrôlable, plutôt que de crier et de lui dire ne bougez pas,
eh bien, ce sera beaucoup plus efficace de lui dire, voilà, peut-être que vous aurez un bénéfice à rester plus calme et de développer moins d'énergie et de pouvoir un peu vous faire confiance. Il faut aussi adapter le ton de la voix, utiliser une voix monocorde qui est calme, rassurante, établir des pauses et des silences parce que ça va interpeller le patient et ça va lui permettre aussi de se raccrocher à ce qu'on lui dit. Ce qui est important aussi, c'est de s'accorder au rythme respiratoire du patient. C'est ce qu'on appelle le pacing. Accorder aussi le temps de parole au moment où le patient est en train d'expirer, de souffler calmement. Alors, le mirroring, c'est la même chose, c'est se synchroniser au mouvement, à la posture, au non-verbal du patient, et ça permet de le rejoindre. Utiliser des suggestions indirectes et donner des permissions. Par exemple, dire au patient, voilà, vous allez, quand vous serez confortable, je ne sais pas si c'est maintenant ou plus tard, vous allez pouvoir fermer les yeux, si vous en avez envie, quand vous le souhaitez. Et pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire, je voulais vous proposer de fermer les yeux, de vous concentrer et d'essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Et puis après, vous allez vous observer, voir un petit peu, et je suis sûre que la majorité d'entre vous a pensé à un éléphant rose. Je vous remercie. Ah, il est là. Voilà, oui, Il est il est là. sur la diapo. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Donc, il faut se calquer au rythme respiratoire du patient. En réanimation, souvent, ils respirent vite, les patients, donc il faut parler vite. On peut parler vite, on peut aussi essayer de... Là, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas, hein, le mot essayer. Il faut... donc c'est quand même humain de ne pas dire toujours le bon mot. Parce que... Il faut, depuis que je t'ai par entendu, exemple, je culpabilise au quotidien. Il n'y a pas une semaine moi, de il faut clinique pas, où hein, je me dis non, ah là personne n'est là, parfait, tu as encore hein. fauté, Gérald. Tu as utilisé un certain nombre de mots interdits. Non, ce qu'il faut faire, c'est, par exemple, suggérer au patient qui est très, très dyspnéique et qui est quand même accessible, de ralentir son rythme respiratoire comme s'il allumait un feu, un feu ouvert ou un barbecue. Au début, on souffle très, très fort pour raviver la braise. Et puis après, petit à petit, si on continue à souffler très fort, on envoie de la cendre partout. Et c'est une technique qui marche assez bien. Et donc de respirer très vite avec le patient pendant que le patient respire très vite. Et puis si nous, on ralentit le rythme, eh bien, le patient finalement va aussi avoir un effet de pacing et de ralentir son rythme. Et tu as dit qu'il fallait adopter la posture du patient. C'est pas toujours évident parce que généralement le patient il est allongé et puis nous on est vertical beaucoup plus en haut. Comment il faut faire? Je pense qu'il faut effectivement se mettre au niveau du patient et lui parler en respectant sa proxémie, en lui demandant s'il est d'accord qu'on se rapproche, de se mettre à sa hauteur, de prendre une chaise et de lui parler au même niveau. Si on prend une chaise et qu'on s'assied, on est au même niveau que quelqu'un qui est couché. D'accord. Donc le quiz, hein, c'était vous êtes à J1 de l'arrêt à post-op, le patient il avait fait la péritonite au bloc, il arrive en choc septique, vous ne croyez pas dans l'intérêt de la sédation, et effectivement dans ce cas-là, elle n'est pas nécessaire dans une majorité de cas, et le patient est extubé le lendemain. On passe le voir pour évaluer la douleur, parce qu'on est en post-op, donc il faut évaluer à tout prix la douleur, et vous lui demandez s'il a mal ou s'il est confortable. Donc, effectivement, 80% répond « Est-ce que vous êtes confortable ?» Mais ça, c'est la bonne réponse. C'est bien, c'est la bonne réponse. Ouais. Mais alors, du coup, moi qui suis médecin, j'ai appris que la douleur, c'était un symptôme fondamental en sémiologie et qu'il faut traquer la douleur. Et mon patient, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas un symptôme d'alarme douloureux quelque part dans son corps. Et j'aimerais bien quand même qu'il me parle de sa douleur. N'y a-t-il pas une douleur dans son corps ? J'ai pas le droit d'utiliser le mot douleur ? Je pense qu'on peut aussi lui demander si il est confortable partout dans son corps et s'il y a des zones qui sont moins confortables. Et alors, on peut préciser les zones. Et effectivement, on peut évaluer sa souffrance par une échelle visuelle numérique, par exemple. Et ça ne va pas raviver tout ce qui est ce côté émotionnel, sensoriel relié à la douleur. D'accord.
Mais Et, non, dans la souffrance, il n'y a pas que la douleur, il y a aussi l'anxiété, les craintes qu'on peut voir ressurgir quand on a un passé douloureux. J'ai une question. Si la personne ne peut pas parler, est-ce que vous faites des tests, par exemple, oui, non, pressez-moi une fois la main si c'est oui, Oui, par exemple, ou par exemple, on peut oui. communiquer. Si le patient est intubé, on peut aussi lui donner un papier et il peut écrire ou communiquer effectivement par des signes de paupières aussi. Hein. Oui. On a déjà communiqué chez des patients tétraplégiques qui sont avec un Guillain-Barré à un stade très très avancé, et un code de clignement de paupières, un clignement c'est oui, deux clignements c'est non. Ça permet d'établir la communication avec le patient. Alors il y a Lionel Velli, Nicolas Bruder à Marseille qui ont travaillé avec leur psychologue avec le Eye Tracker. C'est un dispositif qui vient des jeux vidéo et qui perçoit la pupille. Et avec la pupille, on va pouvoir se servir de ces pupilles comme d'une souris sur l'écran et de communiquer via un écran et l'Eye Tracker. Oui, tout à fait. Donc il y a des solutions techniques en plus aujourd'hui qui permettent d'améliorer la communication. Et si on n'a pas ça, les questions oui-non, c'est fondamental. Et un patient qui n'est pas confortable, est-ce que vous êtes confortable? Non. Il faut savoir pourquoi. Il faut dérouler une liste de questions jusqu'à trouver la bonne réponse. Oui, tout à fait. Il y a eu un très beau témoignage, écrit d'ailleurs avec les paupières de ce journaliste qui était dans un lock-in syndrome. Le scaphandre et le papillon. Scaphandre et le papillon. Alors, ce que vous étiez en train de dire me faisait aussi penser que on n'a pas toujours une suite de questions à proposer comme ça aux patients. On a aussi à essayer de réfléchir comment est-ce que ça se traduit. Enfin, je trouve que pour ça, Mathieu nous le montre bien, c'est que une sensation perçue égale pas forcément un mot, égale des fois une image, que cette image c'est un bout d'histoire du patient et que nous soignants autour on n'a pas forcément accès à tout ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours comment est transformé le vécu d'inconfort du patient dans l'histoire qu'il est en train de se raconter ou qu'il est en train de vivre à l'intérieur de lui. Et c'est important de ne pas oublier ça, c'est-à-dire de ne pas plaquer notre mode de fonctionnement habituel de personnes étant a priori dans un état de Glasgow 15 à un patient qui lui n'y est pas et qui a un état de conscience qui est bien souvent altéré et qui du coup ne va pas répondre de la manière dont on l'attend. C'est-à-dire que pour moi ça va dans les deux sens, c'est que la perception adressée au corps du patient, le stimuli adressé au corps du patient va engendrer un certain nombre de perceptions. Ces perceptions, on ne sait pas exactement lesquelles elles vont être et on ne sait pas comment elles vont être interprétées par lui. Et dans l'autre sens, on va devoir trouver comment interpréter ce qui va venir de lui dans ces moments de difficulté. Finalement, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour savoir où se situe le patient en éveil. Ou de trouvailles. Pour être dans un vocabulaire positif. La posture adaptée, effectivement. Et tu nous as pas parlé d'hypnose finalement. Est-ce que, la question du chat, c'est est-ce qu'on peut faire de l'hypnose en réa? Je pense que c'est tout à fait réalisable de faire de l'hypnose en réanimation. C'est une question... En fait, l'hypnose, on peut l'utiliser dans tous les actes qu'on preste en réanimation, lors d'une mise en place d'une ventilation non invasive ou lors d'un acte douloureux. C'est souvent de l'hypnose conversationnelle. Ça se base sur les premiers principes que je vous ai donnés. Ça permet surtout de défocaliser le patient de ce qui est en train de se passer, de lui permettre de s'évader. C'est aussi très utile chez les patients qui sont en long séjour en réanimation, qui ont des grosses difficultés de sevrage. Ça leur permet d'avoir une bulle de sécurité, une bulle où ils peuvent un peu s'évader et être ailleurs que... Comme l'avait dit Jean-François Payen, en fait, toutes les thérapeutiques non pharmacologiques peuvent être utilisées pour améliorer la situation pour un patient donné. Et pour une majorité de patients, il faut que nous, soignants, médecins, on apprenne aussi à changer notre posture et s'inspirer des techniques de l'hypnose pour prendre soin des patients, avec les mots qu'on utilise, le ton, mais aussi prendre soin de nos collègues. Donc on est obligé de conclure cette session passionnante. Je vous remercie tous pour votre participation. Merci de votre invitation. Et à bientôt sur le podcast, je l'espère.